Voilà pour ceux qui prennent le programme en cours. Je vous l'avais annoncé pour ceux qui sont avec nous depuis 9 heures ce matin. Nous avons sur le plateau une avocate, elle est Divial Gélas Sandra, jeune avocate, d'ailleurs présidente de l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe. Donc merci d'être avec nous, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent. D'ailleurs, nous ouvrons l'antenne pour que vous puissiez poser vos questions et comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, puisque tout se dit et comment faire la lumière dans tout cela et surtout comment avoir un regard éclairé sur les situations. Bien, aujourd'hui, nous avons voulu mettre un avocat en plateau pour nous parler des questions qui vous intéressent. Alors maintenant, avant d'entrer dans ce jeu de questions avec les téléspectateurs, est-ce que nous pouvons revenir sur le concept de loi? C'est quoi une loi? Bonjour les téléspectateurs de Canal 10. Merci infiniment de me recevoir aujourd'hui en plateau. Alors, la loi, c'est ce qui est voté par le Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, c'est aussi le Sénat. Et ce sont des personnes que nous avons élues, que nous avons mis en place pour pouvoir voter ces lois et qu'elles soient applicables à tous. Et donc, le Parlement, donc, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, vont voter une loi. Parfois, ça peut être une loi. Parfois, effectivement, on va parler de propositions de loi quand ça émane de l'Assemblée, où on va parler de projet de loi quand c'est le gouvernement qui veut proposer aussi une loi. Donc on va parler de projet de loi et tout cela sera voté par le Parlement, donc Assemblée nationale et le Sénat. Par la suite, pour que cette loi soit opposable à tous, il faut qu'elle soit promulguée, c'est-à-dire publiée au journal officiel. Et à partir du moment où une loi est publiée au journal officiel, elle est opposable à tous. Il n'y a pas de distinguo à faire selon que, malheureusement, qu'on le soit d'accord ou pas. Nous entrons en plein cœur du sujet puisque... Je l'imagine. Oui, la loi qui nous intéresse, c'est cette loi qui cadre l'obligation vaccinale. Tout à fait. Alors, on entend souvent parler de cela et bien sûr, on a une plateforme de revendication aujourd'hui concernant cette crise sociale sur cette loi de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout cela, ce qui est possible de faire et surtout ce qui est possible de ne pas faire? Alors, c'est vrai que les jeunes avocats sont assez sollicités sur ces questions-là. Et c'est donc aussi en cette qualité que je me présente aujourd'hui pour éclairer la population sur le fait que cette loi est opposable. Donc, cette loi, normalement, s'applique à tous. Donc, sur tout le territoire français. Sur tout le territoire, parce que la loi ne prévoit pas d'exception. Il y a pu y avoir parfois des exceptions. La loi ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie parce qu'elle a un statut spécial. La loi ne va pas s'appliquer sur tel territoire parce qu'on va effectivement prévoir un statut spécial ou une loi spéciale pour le territoire compte tenu des spécificités. Sauf que cette loi ne prend en compte aucune des spécificités ultramarines ou autres d'ailleurs, de sorte qu'elle s'applique à tous. Donc c'est la loi du 5 août 2021 qui a été publiée au journal officiel et qui s'applique depuis août 2021 à tous. Alors c'est vrai, on a entendu parfois sur certains médias qu'elle était irrecevable. Je tiens quand même à rappeler que la notion d'irrecevabilité, c'est par exemple lorsque vous faites une demande devant une juridiction et vous n'avez pas de qualité pour agir. C'est-à-dire que je voudrais avoir des parts dans une succession, sauf que je ne suis pas héritier. Donc je n'ai pas de qualité pour agir, donc on va dire que ma demande est irrecevable. C'est ça l'irrecevabilité. De sorte que la loi ne peut pas être irrecevable, ce n'est juridiquement pas possible. Par contre, la loi pourrait être inopposable si effectivement ils avaient voté une loi et que ça n'avait pas été publié. Sauf que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été publiée de sorte qu'elle est opposable à tous. Alors on a aussi entendu cette possibilité éventuelle, hypothétique dirais-je, d'abroger la loi. De l'abroger partiellement que pour les Antilles, ou de l'abroger pour tout le territoire. L'abrogation, alors j'ai entendu mon excellent confrère, Maître Pierre-Yves Chicot, qui est intervenu sur votre plateau il y a quelque temps, et qui l'a rappelé, il y a ce parallélisme des formes.
effectivement, pour abroger une loi, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ça a déjà été fait. Plusieurs lois ont déjà été abrogées et ont été remplacées, et parfois n'ont pas été remplacées. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est soit le gouvernement qui dépose un projet de loi, soit l'Assemblée nationale ou le Sénat qui dépose une proposition de loi. Et donc, parce qu'on aura ce projet ou cette proposition de loi, ce sera ensuite voté par par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et une fois que ce sera voté, effectivement, on pourra abroger la loi. Tant que ce processus-là n'est pas engagé, on ne peut pas abroger la loi. Donc, je le répète, c'est soit le Parlement, soit le gouvernement. Alors, de sorte que lorsque le ministre vient ici et qu'on lui demande d'abroger la loi, lui-même tout seul ne peut pas le faire. Il faut que ce soit le gouvernement qui prenne cette décision pour ensuite déposer un projet de loi, puis que ce soit voté. On a tout ce processus-là à mettre en œuvre. Alors, que peut-on faire? C'est la question. Oui. Que peut-on faire? Alors, pas d'abrogation, c'est opposable à tous, on est d'accord. Il y a eu donc cette plateforme de revendication qui a été lancée par les syndicats. Il y a eu aussi hier donc cette réunion avec les élus et l'intersyndicale. Il y a visiblement des accords de méthode. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais des accords de méthode qui auraient été arrêtés. Mais ce qui est important de savoir, c'est que peut-être que certainement, grâce à ces accords de méthode, ce sera pour que effectivement une délégation interministérielle, mais surtout des personnes qui peuvent effectivement pousser à l'abrogation ou pousser des projets de loi, porter des projets de loi ou des propositions de loi, puissent venir et voir comment ça pourrait être mis en place. Je doute qu'il l'abroge d'une manière générale. Alors, pourquoi pas des spécificités? Nous avons des spécificités ultramarines, et dans ce cas, c'est aussi juridiquement, et là je ne parle pas de mon point de vue personnel, mais uniquement juridiquement, c'est une possibilité de se dire, eh bien, la loi, effectivement, s'applique partout, mais compte tenu des spécificités, il y a certains points qui pourraient ne pas s'appliquer. Alors, quelles peuvent être ces spécificités qui pourraient ne pas... Alors, ensuite, ce sont des spécificités politiques, géographiques, démographiques, économiques. Alors, je ne suis pas je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais par exemple, savoir que la Guadeloupe a déjà, il n'y a pas une offre de santé qui soit pleine, mais qu'en plus, les personnes qui peuvent nous soigner ne peuvent plus exercer, on a une réelle difficulté. Ce pourrait être une spécificité à prendre en compte, par exemple. Et pour permettre de sortir de cette problématique d'obligation vaccinale. Tout à fait. On pourrait en sortir ainsi, voire, pourquoi pas, éviter, c'est-à-dire plutôt ne pas condamner, ne pas réprimer les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, par exemple, ou ne pas les licencier. Ce serait une spécificité. Ne pas les licencier, ne pas les suspendre. C'est possible. C'est envisageable, c'est juridiquement envisageable. Et ensuite, c'est grâce justement aux négociations que, pourquoi pas, ça pourrait être envisagé pour nos territoires. Tout comme, par exemple, nous avons cette obligation vaccinale qui a été repoussée pour la Guadeloupe et la Martinique, contrairement à l'Hexagone. Eh bien, ça pourrait être peut-être encore repoussé, voire même se dire qu'on ne va pas licencier, on ne va pas suspendre le personnel. Ce sont des spécificités à envisager. Je ne dis pas que ce sera adopté. Ce que je dis, c'est que juridiquement, c'est possible. Alors, quand le ministre vient ici et dit, en clair, je ne peux rien faire, puisque cette loi doit s'appliquer sur tout le territoire, on va se dire que le gouvernement, peut-être, n'a pas cette volonté d'avancer sur ce dossier. Le ministre seul, il ne peut pas. Le ministre seul, dans son petit coin, il ne peut pas dire, finalement... Il porte la voix du gouvernement, parce quand même. Pour les ultramarins, effectivement, en tout cas, il gère les territoires ultramarins. L'ordre public, parce que ça a été longtemps répété ces derniers temps, l'ordre public ultramarin, c'est lui qui va s'en assurer. Maintenant, alors, il pourrait, pourquoi pas, en toucher mot au gouvernement, mais il faudra vraiment qu'il y ait un rassemblement, oui, que le gouvernement se rassemble pour voir si... effectivement, ils peuvent porter ce projet de loi, déposer ce projet de loi, voir les députés et sénateurs déposer une proposition de loi. Mais lui seul, le ministre, effectivement,
Il ne pouvait pas, et surtout, il n'avait pas mandat de son président, du président, pour pouvoir dire, bon, bah, finalement, la loi ne s'appliquera pas sur votre territoire. Je pense qu'il a des directives. Oui, je suppose qu'avant de venir ici, il a quand même discuté avec le ministre de la Santé, peut-être avec le président de la République et tout ça. Sachant la situation, j'ai du mal à croire qu'il soit venu sans vraiment prendre la tâche des ministres et du président de la République. Je pense qu'on est vraiment dans un rapport de force, mais là, comme je vous dis, hein, je pense, donc ce n'est pas un point de vue juridique, il y a un rapport de force entre le gouvernement qui veut imposer sa volonté et le peuple qui souhaite préserver sa liberté. On en est là. C'est imposer une obligation à toutes les personnes et de l'autre côté, la liberté de choix, la liberté de recevoir un soin, la liberté de recevoir des traitements, la liberté aussi de voir son secret médical jeté en pâture. Alors, comment penser aussi cela, puisque l'État veut avoir une cohérence en France? Donc, ceux qui sont dans l'Hexagone, comment recevront-ils cette spécificité où on a martelé, et même ceux qui ne voulaient pas le faire l'ont fait? Comment expliquer à ces personnes que, bon, aujourd'hui, sur nos territoires, il y a une dérogation ou il y a une spécificité qui a été prise en compte, surtout que l'année prochaine, il y a quand même des élections présidentielles. Alors là, il faudrait vraiment s'adresser à un expert en géopolitique et communication marketing, parce qu'effectivement, je ne vois pas comment il pourrait l'expliquer, mais en même temps, n'ont-ils pas déjà expliqué des spécificités ultramarines? Ont été évoquées cette spécificité pour le chlordécone, mais c'était d'accord dans les années 90, disant, eh bien, on prend un arrêté en disant que l'utilisation du chlordécone est interdite dans toute la France, et on va déroger à cette interdiction générale pour la Guadeloupe et la Martinique. On le fait une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, de sorte que pendant 3 ans, connaissant les conséquences, parce que si ça a été interdit, c'est parce qu'on connaissait la toxicité de cette molécule. Et donc, alors on va nous dire, mais c'était en 1990, depuis de l'eau a coulé sur les ponts. D'accord, prenons un autre exemple. Allons aujourd'hui en 2021, dans un magasin, acheter un pot de yaourt. Est-ce que ce pot de yaourt a le même taux de sucre que celui que je vais acheter en métropole? C'est vrai qu'il y a avec les nouvelles lois, la loi Lurel. Tout à fait. Est-ce que c'est... alors, elle a été adoptée il y a quelques années. Est-ce qu'elle a été mise en place tout de suite? Alors déjà, elle a été adoptée il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps. Ce qui veut dire qu'il y avait une spécificité, ne serait-ce que dans les années 2010, pour les Antilles qui sont plus affectées par le sucre et par le sel. Ensuite, on va nous dire, il y a du diabète, il y a du cholestérol, il y a de l'obésité. Forcément, puisque tout est plus salé, tout est plus sucré. Bon, c'était dans les années 2010. Et de l'hypertension. Et de l'hypertension. Année 2020, eh bien, il y a eu une application progressive. Est-ce que tous les produits aujourd'hui sont exempts, enfin, en tout cas sont aux normes? Peut-être, ça je ne le sais pas. Mais tout ça pour vous dire que ils ont réussi à justifier des spécificités auparavant. Si jamais ils le font aujourd'hui pour l'obligation vaccinale applicable aux Antilles, ils trouveront certainement, ils ont en tout cas les armes pour pouvoir, enfin le personnel compétent pour pouvoir expliquer à la population cette spécificité. Voilà, après nous passerons au niveau des poursuites. Alors on a aussi entendu abandon des poursuites pour ceux qui ont commis des exactions. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a des appels de téléspectateurs. Nous en récupérons un et nous revenons sur cette question. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Attendez, excusez-moi. Oui, voilà. J'ai entendu l'intervention de monsieur Gérard. Bon. Le monsieur, il a été très explicite. Alors, c'est dommage si les Guadeloupéens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je vis en région parisienne. Alors, c'est maître Déviane Gélas, si je ne me trompe pas. Divial. Divial Gélas. D'accord, d'accord. Bon, alors, vous savez, bon, juste j'ai pas vraiment de questions. Je vais faire part de ce que moi je vis sur la région parisienne.
et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Il y a pas mal d'îles autour de l'Hexagone. La Rochelle, la Bretagne. Il y a pas mal de petites îles, à part de la Corse, il y a pas mal de petites îles. Il y a une île qu'on appelle l'île de Ré, qui est vers la Bretagne. Sur cette île, il y a, un médecin. D'accord? Il y a juste un médecin. C'est une dame. Elle a refusé de se faire vacciner. Et ils ont fait une dérogation. Et ce médecin, ils ont dit, bon, on fait une dérogation, parce que vu qu'il n'y avait qu'une médecin, vous voyez, généraliste, tout le monde était en galère. Ils ne pouvaient pas faire d'ordonnance, de renouvellement d'ordonnance, etc. Ils ont fait une dérogation. Ils ont dit à ce médecin, bon, vous vaccinez pas, mais vous restez quand même en exercice. Parce qu'elle a dit, si c'est pour avoir des histoires à partir du 15 septembre, je crois, elle ferme son cabinet. Et bon, de là, ils ont fait une dérogation pour se dire, bon, madame, docteur, vous restez en place, vous continuez à vous occuper de vos patients, et il y a une dérogation pour vous, sans vous vacciner. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'entends pas parler. Dans toutes les infos, sur Paname, l'Hexagone et tout, je n'entends pas parler. Et je suis sûr que cette dame exerce encore sans être vaccinée. Pourquoi casser la tête aux gens en Guadeloupe? Par faire une dérogation aussi. Merci beaucoup, monsieur, pour cette... Merci pour cette réaction. Qui lui a accordé cette dérogation, monsieur, vous le savez? Je pense que ce n'est pas le Parlement ou le Sénat, c'est les deux, c'est eux qui prennent les décisions. D'accord? Si ce n'est pas un des deux, qui? Je me demande. Mais en tout cas, dans les infos, c'est passé. Hein. Et j'ai remarqué, il y a des choses, ils nous annoncent dans les infos, et puis d'un coup, on n'en parle plus. Ça disparaît, on n'en parle plus. Comme si il faut, vous voyez, il faut boucler les choses pour pas qu'on en parle. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comment est-ce possible? Alors, je ne pense pas que ce soit le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement qui ait envoyé une dérogation à ce médecin. Je ne pense pas. Par contre, effectivement, ce que je vous disais, c'est que ce qui est possible aussi de faire, c'est de ne pas suspendre les personnes qui ne sont pas vaccinées. Qui peut prendre cette décision? Alors, qui a suspendu, qui peuvent suspendre? Ce sera soit l'ordre des médecins, soit peut-être l'ARS qui va envoyer le courrier, qui envoie par exemple des courriers de suspension, soit le directeur d'établissement du centre hospitalier. Donc, si par exemple, effectivement, le médecin était médecin libéral, donc il y a un ordre des médecins et il y a l'ARS qui ont pris peut-être, je n'en sais rien parce qu'on n'a pas les données, la décision de ne pas la suspendre, sachant qu'elle est seule sur l'île d'Oléron ou l'île de Ré. C'était l'île de Ré. Voilà, parce qu'elle est seule sur l'île de Ré et que l'offre de santé n'est pas suffisante. Et c'est ce que je vous disais en préambule tout à l'heure. Lorsque l'offre de santé n'est pas suffisante, si tout le personnel médical est finalement suspendu, il y a une réelle difficulté, ça met en danger la population. Et ça peut être une spécificité qui conduirait à ne pas suspendre les personnes qui ne seraient pas vaccinées. Est-ce le cas de notre CHU? Je ne connais pas les statistiques du CHU. Je ne sais pas si tout le personnel est vacciné ou pas. Alors là, il faudrait avoir... Tout le personnel n'est pas vacciné. Oui. Et en quelle quantité? Est-ce que c'est du 90%? Est-ce que c'est du 30%? En fonction de ça, effectivement, après, il appartient au directeur d'établissement de voir s'il est obligé... Enfin, s'il suspend tout le monde, il n'y aura plus de personnel de santé. Il y a une réelle difficulté. Alors, est-ce lui ou est-ce l'ARS qui peut, au final, décider de cela? Je pense qu'ils se concertent, de toute façon, ils sont tous les deux aux manœuvres pour savoir s'ils suspendent ou pas. Mais après, l'autre question, c'est s'ils ne suspendent pas, quelle sera leur responsabilité? Puisqu'il est là le problème, c'est que dans la loi, on prévoit aussi que si les mesures ne sont pas prises, ça va être le directeur d'établissement, le chef d'entreprise, etc., qui pourra avoir sa responsabilité engagée. Et donc après, c'est vrai qu'on aura des responsabilités en cascade, on va dire, en chaîne. Donc effectivement, là... Avec des sanctions. Avec des sanctions. Donc il appartiendra ensuite,
au gouvernement ou aux parlementaires de voir si effectivement cette responsabilité en cascade devra être appliquée ou pas. Alors pour l'instant, ce sont les chefs d'établissement qui sont visés et qui sont, on va dire, impactés par cela. Eux, il leur appartient, heureusement, malheureusement, il leur appartient d'appliquer la loi. Autrement, c'est leur responsabilité qui sera engagée. Et donc, ils l'appliquent. Donc, mais finalement, oui, la patate chaude, comme on dit, c'est pour eux. C'est à eux de prendre la décision. S'ils suspendent, ils appliquent la loi, mais au final, les Guadeloupéens n'ont plus de personnel de santé, n'ont plus de médecins. Et s'il ne suspend pas, c'est sa responsabilité qui pourrait être engagée. Donc, c'est vrai ils sont face à de vrais dilemmes. C'est pour ça que les accords de méthode sont importants. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une méthode qui soit prise sur l'application véritablement de la loi aux Antilles. Nous avons déjà d'autres appels. Alors rapidement, je prends un autre et puis il faudrait vraiment aborder cette question sur l'abandon des poursuites, puisqu'il y a aussi beaucoup de propos qui circulent là-dessus. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Une remarque dans ce que vient de dire l'avocate, une information. À l'heure actuelle, là, au CHU, ils sont à 87% de vaccinés. Hein. D'accord? Bon, ça c'est une information. Alors, il faut différencier deux choses. Les soignants et les pompiers. Les soignants, et c'est dommage que le ministre n'ait pas été reçu par les politiques. Le ministre est venu avec une proposition qui a échappé à tout le monde et peut-être à vous-même quand il a parlé de reclassement et de mobilité. On dirait que les politiques ont écouté ça et les syndicats ne savent même pas ce que c'est. Alors, vous, en tant qu'avocat, je vais vous donner une précision. La mobilité, ça peut aller jusqu'à 3 ans, ainsi que le reclassement ou la mise à disposition. On a parlé de 87% de gens vaccinés, donc disons 13% qui restent. Dans ces 13%, il y en a qui pourront être reclassés et il y en a qui pourront aller en mobilité, c'est-à-dire faire un autre boulot, mais tout en étant payés par leur corps d'origine, c'est-à-dire seront payés par l'hôpital. Par exemple, on va prendre une secrétaire médicale qui pourra être mise à la disposition de Canal 10, mais c'est l'hôpital qui va la payer. C'est ce qu'on appelle la mise à disposition. D'accord? Bon, ça c'est une précision que je voulais vous donner. C'est dommage que les politiques n'ont pas pris cette opportunité quand le ministre en a parlé. On dirait que c'est rentré dans l'oreille de sourd. Maintenant, on va parler des pompiers. Les pompiers, c'est une corporation qui est gérée par le département. On a proposé aux pompiers d'avoir un pass sanitaire. C'est-à-dire, l'une des 3 options dans le pass sanitaire, ils ne veulent pas se faire piquer, ils ont peur de l'aiguille, mais ils pourront tous les matins, quand ils viennent travailler, je ne sais pas tous les jours, ils ne viennent pas travailler tous les jours, présenter un test négatif. Et vous, la presse, vous n'avez pas parlé de ça suffisamment et interrogé le responsable des syndicats des pompiers pour savoir si ça leur plaisait ou non. Voilà, c'est les informations que je voulais vous donner pour continuer la conversation. Allez, merci et bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Une réaction par rapport aux propos? Oui, alors concernant les pompiers, effectivement, il faudrait poser la question aux représentants des pompiers, à savoir si tout le monde serait d'accord pour faire des tests tous les matins. Tous les matins.
Il faudrait leur poser la question, moi je ne sais pas. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Juridiquement, si c'est une possibilité, pourquoi pas. Mais après, il faudrait leur demander. Moi, je ne peux pas me positionner à leur place. Et la première remarque... Reclassement et mobilité. Sur le reclassement et la mobilité. Alors, ce sont des dispositifs qui existent déjà, ce reclassement et cette mobilité. Maintenant, va-t-on obliger une personne qui a fait 8 ans d'études pour être médecin, 3 ans ou 4 ans d'études pour être infirmier, 2 ou 3 ans d'études après le bac, pour être secrétaire médical, pour finalement faire quelque chose, être agriculteur, par exemple, qui est une très belle profession, ou travailler chez Canal 10, qui doit être très épanouissant, comme le monsieur l'a évoqué. Est-ce qu'on va les obliger? Alors, s'ils veulent le faire spontanément, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on va les obliger à abandonner tout ce pourquoi ils ont travaillé, toute cette passion pour laquelle ils se sont dit, bon, je vais travailler dans ce domaine. Aujourd'hui, de plus en plus, les médecins sont spécialisés, donc on parle plus de 11 ans d'études que de 8 ans d'études. Tout à fait. Donc là encore, alors, faudrait leur poser la question, naturellement, mais juridiquement, on ne peut pas les obliger à s'orienter vers une autre profession. Juridiquement, c'est ça. Et lorsque les jeunes avocats sont consultés sur ces questions-là, nous rappelons qu'il y a un principe de liberté. Liberté de choix, liberté du travail, liberté d'entreprendre, liberté d'industrie et du commerce. Et ce sont des libertés qui sont garanties par la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont garanties au sein de l'Union européenne, qui sont garanties constitutionnellement. Est-ce qu'on a pris en compte aussi l'amour du travail, l'amour de ce qu'on fait? En général, quand on s'oriente vers une profession, c'est parce qu'on l'a embrassée, c'est parce qu'on aime cette profession. Donc, est-ce qu'on se dit oui, pour une obligation vaccinale, on ira vite chez Canal 10 être secrétaire alors qu'on a fait au-delà, 1 an d'études, 2 ans, peu importe. Mais ce qu'on fait, on fait par amour en général. Donc, est-ce qu'on quitte cela pour se dire qu'on ira quelque part où on n'a pas choisi, en fait? Cet amour, c'est un corollaire de cette liberté. Moi, je parle en termes de liberté parce que juridiquement, on parle de liberté. Mais effectivement, dans les mœurs, dans la morale, on va parler de cet amour, de cette volonté que l'on veut d'embrasser une profession plutôt qu'une autre. Mais nous, on va parler de liberté. Et on parle exactement de la même chose. Et cette liberté, alors, disons-le plus populairement, cet amour est garanti constitutionnellement. Cet amour que vous avez pour une profession, eh bien, la Constitution protège votre amour. La Convention européenne des droits de l'homme protège votre amour et votre volonté. Donc, quand on parle de reclassement et qu'on vous dise, vous ne voulez pas, mais il faut... on parle mobilité, on parle de reclassement. Là, c'est une atteinte à la liberté aussi. C'est une atteinte à la liberté. On ne peut pas l'imposer à la personne. On peut lui proposer. On ne peut pas le lui imposer parce qu'elle dispose de sa pleine conscience et de sa pleine liberté. Voilà, alors maintenant, les poursuites. Alors, on a vu les barrages, on a vu ce qui s'y passait. Alors, souvent, on dit oui, mais les jeunes sur les barrages, et c'est peut-être un raccourci très, très, très facile. On va parler de ceux qui sont sur les barrages ou qui ont été sur les barrages et qui ont été interpellés. Alors, on a vu que sur la plateforme de revendication, il y avait cet abandon des poursuites pour cela. Est-ce possible légalement? Effectivement, en préliminaire d'ouverture de ces négociations, ils ont demandé à ce que toutes les poursuites soient abandonnées. Oui. Alors, les jeunes avocats ont été sollicités aussi par rapport, pour 2 choses. Tout d'abord, pour savoir si effectivement ces poursuites pouvaient être abandonnées. Deuxièmement, parce que dans la permanence pénale, beaucoup de jeunes avocats sont dans cette permanence pénale et ont pu assister ces jeunes ou moins jeunes qui ont été interpellés et qui ont été jugés. Jeunes ou moins jeunes. Alors je dis ou moins jeunes puisque ce sont les jeunes qui sont ciblés souvent, mais même des moins jeunes qui ont pu être interpellés. Et moi-même la semaine dernière, j'en ai assisté et je vous en parlerai tout à l'heure si vous le permettez. Oui. Alors c'est vrai que dit comme ça, on se dit mais abandon des poursuites et c'est devenu populaire. Mais oui, ils n'ont qu'à abandonner toutes les poursuites parce que de toute façon c'est un mouvement de revendication. Alors nous le rappelons, le droit de grève est constitutionnellement garanti. C'est dans le préambule de la Constitution de 1946. OK, il n'y a pas de problème. Le Conseil d'État l'avait rappelé en 1950. Le Conseil constitutionnel en 1971, en examinant la loi sur la liberté d'association. On a le droit de revendiquer. Il faut savoir que même si on revendique, on a ce droit de grève, ce droit de manifester.
il est quand même encadré, notamment par exemple pour la fonction publique, où il doit y avoir un préavis pour qu'il y ait cette continuité du service public. D'accord. Par contre, là où le droit de grève va s'arrêter, c'est au moment où l'État va considérer que l'ordre public n'est plus assuré. Au moment où les biens des personnes sont détruits, ou même il y aurait des atteintes à l'intégrité des personnes. Et là, on aura effectivement ces difficultés. En Guadeloupe, il y a une politique pénale qui est appliquée et qui est décidée par le procureur de la République, bien sûr, qui reçoit aussi certainement des directives du ministère de l'Intérieur, mais en tout cas, c'est le procureur de la République qui décide de poursuivre ou non. De poursuivre ou non les personnes qui sont interpellées. Et on va différencier deux catégories. Ceux qui sont interpellés sur les barrages, juste parce qu'ils sont sur des barrages, et ceux qui sont interpellés pour des cambriolages, pour des incendies et autres. Ceux qui sont interpellés pour les cambriolages, les incendies et autres, effectivement, ça fait partie d'une politique qui est appliquée depuis très longtemps, cette politique pénale, pour faire comprendre à ces personnes qu'on ne peut pas brûler la maison d'une personne, on ne peut pas aller voler la bijouterie d'une autre, etc., etc. Donc ça, clairement, c'est autre chose. Maintenant, les personnes qui sont sur ces barrages, là, on est quand même face à des personnes qui revendiquent. Et je voulais vous évoquer justement ces deux jeunes gens que j'ai assistés la semaine dernière, qui n'ont pas de casier. Un qui fait partie d'une personnel médical, l'autre qui est cadre, deux jeunes de 25 et 26 ans, qui ont été galvanisés, transportés par l'appel à la mobilisation qui a eu lieu le mardi dernier, et dans lequel on leur disait, eh bien, si vous ne voulez pas aller sur les piquets de manifestation, les piquets de grève, barrez ne serait-ce que devant chez vous. Et ces deux jeunes gens ont barré devant chez eux avec quelques palettes, quelques petites choses. Malheureusement, se sont fait prendre, interpeller. Eh bien, là, on a vraiment vu qu'il y avait une politique ferme de la part du parquet de se dire, ben non, vous ne pouvez pas barrer parce que soit c'est de l'entrave à la circulation, soit c'est un rassemblement en vue de commettre une infraction. Donc, vraiment, on veut être ferme. Et là, il appartient donc à la juridiction, qui est composée de juges, qui sont indépendants et impartiaux, de statuer, de dire, bon, ben, est-ce que effectivement la revendication était... revendication qu'elle soit légitime ou pas, de toute façon ça ils n'ont pas à l'apprécier, mais est-ce que les faits constituent une infraction ou est-ce que ça ne constitue pas une infraction? Et c'est en cela qu'ils vont condamner ou ne pas condamner. Et il est de notre rôle, nous jeunes avocats, d'assister ces personnes, mais surtout de plaider pour elles et de les défendre pour dire, mais attendez, ils étaient là pour revendiquer une liberté, qu'on l'estime légitime ou pas, mais pour revendiquer une liberté, et ce droit de grève est constitutionnellement garanti. Et donc c'est en cela qu'ensuite on va obtenir soit effectivement malheureusement une condamnation ou une relaxe. Alors toute la question c'est... Ben, donc c'est aléatoire. C'est en fonction de la juridiction, effectivement. Donc les syndicats, lorsqu'ensuite ils se sont dit, bon bah on va prendre les choses en amont, plutôt que d'aller jusqu'à cette condamnation ou cette relaxe, prenons les choses en amont et on va demander l'abandon des poursuites. Mais qui poursuit? Je vous l'ai dit, c'est le procureur de la République qui applique sa politique pénale et qui va poursuivre. En France, nous avons ce qu'on appelle une sorte de balance des pouvoirs, une séparation des pouvoirs. Vous avez l'exécutif avec le gouvernement, le législatif avec le Parlement, donc Assemblée nationale, Sénat, et vous avez le judiciaire, ce sont les juges. Et l'un ne peut pas influencer sur l'autre. De sorte que le ministre ne peut pas demander au judiciaire, et notamment au procureur, d'abandonner les poursuites. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas abandonner les poursuites. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est donner des directives pour une nouvelle politique pénale, bien sûr. Mais on ne peut pas abandonner les poursuites parce que c'est le procureur de la République qui est maître en cette matière. C'est lui qui va décider d'appliquer sa politique pénale. Alors, quand on dit que c'est l'État qui peut tout... Si l'État pouvait tout, le ministre de la Justice ne serait pas mis en examen. Il aurait tout simplement dit au procureur, cette poursuite-là, sachant que c'est contre moi, vous me l'arrêtez tout de suite. Ça n'a pas du tout été le cas. Il n'aurait pas été, je vais dire pas interpellé, parce qu'il n'a pas été interpellé, mais il n'aurait pas été mis en cause de cette manière. Ça prouve qu'il y a vraiment cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif
et le judiciaire. De sorte que le ministre, quand il vient ici, il ne peut pas dire au procureur de la République de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre, bon ben finalement, vous abandonnez toutes les poursuites que vous avez commencé à diligenter envers les personnes que vous avez interpellées sur les barrages. Donc c'est le procureur qui décide. C'est le procureur qui décide de sa politique pénale et d'appliquer sa politique. Mais ce n'est pas lui ensuite qui décide. Ceux qui décident si la personne est condamnée ou pas, c'est un tribunal. Un tribunal est composé de juges indépendants et impartiaux. De sorte que les personnes, il faut qu'elles soient assistées d'un avocat, dès la garde à vue d'ailleurs, puisque depuis 2011, dès qu'une personne est interpellée, elle peut demander à être assistée d'un avocat. Donc, on les assiste dès la garde à vue, on les assiste ensuite durant le déferment devant le procureur, on les assiste ensuite devant le tribunal correctionnel pour montrer qu'il y a eu des revendications, qu'il y a un droit de grève qui est constitutionnellement garanti. Et surtout, ces revendications, légitimes ou pas légitimes, qu'importe, puisque le tribunal n'a pas à apprécier cela, mais que, justement, les personnes se trouvaient là dans le cadre de ce droit de grève. Et dans ce cas-là, effectivement, le tribunal pourra décider ou de condamner ou de relaxer. De relaxer, c'est-à-dire de dire que les personnes, effectivement, ne sont pas coupables de cette entrave à la circulation ou autre infraction qu'on aurait pu leur reprocher. Et ça doit vraiment se différencier. On ne peut pas abroger. Par contre, il est possible, si par exemple les personnes sont condamnées, de demander ce qu'on appelle une dispense de mention au casier, c'est-à-dire que ça n'apparaisse pas au casier. Il est aussi possible de demander, alors si par exemple il y a une loi d'amnistie qui est adoptée, qui se différencie de la grâce présidentielle, j'y reviendrai si vous le souhaitez, Oui. Une loi d'amnistie qui est votée. Si une loi d'amnistie est votée, c'est souvent voté lorsqu'il y a un nouveau président. Par exemple, en 1995, il y a eu une circulaire pour dire que tous les délits qui ont été commis durant des revendications syndicales sont amnistiés. Ça veut dire que la condamnation n'existe plus. Donc ça pourrait se faire l'année prochaine. Ça pourrait se faire l'année prochaine. Tout à fait. Ça pourrait se faire l'année prochaine. Et, pareillement, il y a... alors, là, ça n'a pas été adopté, mais de 2007 à 2013, il y a eu beaucoup de revendications et de manifestations, et beaucoup de personnes ont été condamnées, interpellées et condamnées. Eh bien, il y a eu une proposition, c'est une de mes consoeurs qui me faisait la remarque hier, il y a eu une proposition justement de loi pour que tous les délits syndicaux soient amnistiés. Toutes les personnes qui ont été condamnées de 2007 à 2013 pour des revendications syndicales soient amnistiées. Bon, ça n'a pas été adopté finalement, et ça a même été non, ça n'a pas été adopté finalement, ça a même été redéposé en 2017, et puis ça a été laissé lettre morte. Mais en tout cas, on le sait, à chaque nouveau président, normalement, il y a une sorte de loi d'amnistie pour amnistier certaines infractions, notamment des petites infractions qu'on peut avoir, des contraventions, et parfois, souvent, des délits, et notamment des délits qu'on va appeler des délits syndicaux, qui ont été commis lors de revendications syndicales. Ça, c'est une possibilité. Alors, pour les jeunes, justement, ou les moins jeunes, et ça, je vais bien le répéter, qui ont eu peut-être à casser ou à incendier des véhicules ou autres, est-ce qu'il y a aussi une possibilité qu'au niveau du procureur, on dise que, bon, c'est pas grave, en tout cas, on peut abandonner les poursuites? Est-ce que c'est possible? Là, il s'agit encore de la politique pénale du procureur. Il y a une atteinte au bien qui a été portée. Alors, lorsque c'est juste, on met des palettes ou on met un barrage, bon, effectivement, il y a une atteinte au bien de la structure, on va dire, ou à la circulation, mais là encore, c'est différent parce que ça fait partie de cette revendication syndicale. Maintenant, lorsqu'on va brûler la voiture ou la maison de quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a cette victime qui veut quand même qu'on lui reconnaisse son statut de victime et qu'on lui dise, effectivement, ça n'aurait pas dû se faire. Donc, c'est le choix, effectivement, du procureur de se dire, soit j'applique une politique pénale stricte et que je condamne tout, soit j'applique une politique pénale qui permet les revendications syndicales, mais tout de même qui condamne les atteintes au bien des personnes, parce qu'il assure donc l'intérêt de la société, mais aussi la sécurité des personnes. Donc si la sécurité des personnes n'est pas protégée, effectivement, là, il y aura peut-être une difficulté. Ou alors, il peut décider, c'est son choix, troisièmement, d'appliquer une politique pénale très légère et de se dire, tout ce qui a été fait pendant les revendications syndicales, rien ne sera poursuivi.
je doute que le gouvernement, enfin en tout cas qu'il prenne ce choix-là, mais c'est son choix. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il y a... alors, on peut parler parfois d'État-providence, mais surtout de pouvoir régalien de l'État, et notamment cette sécurité, santé publique, salubrité publique, sécurité publique. Et l'État est dans l'obligation quand même d'assurer un minimum de sécurité aux citoyens, et c'est pour ça qu'on a le procureur qui a investi de ses pouvoirs pour protéger la société. Et donc, s'il défaille dans ce pouvoir régalien-là, on peut engager la responsabilité de l'État. Sachez que, par exemple, pour une simple pollution, pollution atmosphérique, si par exemple l'État ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour que il n'y ait pas que les particules, les PM10 ne soient pas trop élevées dans l'air, eh bien on peut engager la responsabilité de l'État pour cela, juste pour la pollution dans l'air atmosphérique, dans l'air. D'accord? Donc, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une atteinte au bien ou d'une atteinte à l'intégrité physique des personnes, si rien n'est fait. Donc là, c'est vraiment un autre pan qui est de la responsabilité de l'État. Mais effectivement, il y a un choix qui peut être fait, en tout cas par le procureur de la République. Voilà, autre appel. Bonjour, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, madame. Madame Boisset, je suis en fait Ginette. Je vous appelle parce que ça fait quelques jours, j'ai entendu quelque chose aux informations. Je n'ai jamais entendu parler, des gens parler de ça. Je ne sais pas s'ils n'ont pas entendu. Lors de la réunion avec le ministre en Martinique, j'ai entendu monsieur, au moment de leur entretien, monsieur Letchimi dire au ministre, comme s'il lui demande d'enlever le vaccin, d'arrêter la vaccination, et en contrepartie, les gens qui ne sont pas vaccinés, même s'ils sont malades, ils n'auront pas le droit de rentrer à l'hôpital, aller à l'hôpital se soigner. Et il a même dit, ils vont voir avec la sécurité sociale pour les enlever leurs droits de sécurité. Alors moi, je n'ai jamais entendu parler, parce que peut-être que les gens, personne ne veut le dire, mais moi j'ai entendu ça, je suis vraiment choquée parce que j'arrive pas, je réfléchis, j'arrive pas à me dire comment un homme politique peut sortir ça à un ministre. Parce que nous avons tous de la famille. Ce monsieur, il a de la famille. Si une personne ne veut pas se vacciner, je ne vois pas de raison qu'on puisse l'obliger. L'obliger, si elle veut se vacciner, elle se vaccine. Elle ne veut pas se vacciner, il lui arrive quelque chose, elle se débrouille. C'est tout. Mais ne pas dire qu'empêcher, alors la personne qui ne veut pas se vacciner, même s'il est malade, il reste chez elle mourir, il ne va pas à l'hôpital. Bon, comment dirais-je, dans un entretien à Paris, il y a sur un plateau de télé, j'ai entendu un monsieur dire, un journaliste, je ne sais pas ce qu'il est, il y a 600 000 retraités, ils n'ont qu'à supprimer les retraites et ils vont voir comment les gens vont se vacciner rapidement. Ça ne se dit pas, je dis que ça ne devrait pas se dire. Alors moi, je voulais vous dire ça, je voulais que ça se sache parce qu'il n'y a pas de raison. Merci, madame. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour cette Merci, intervention. au revoir. Merci. Alors, que dites-vous légalement? Juridiquement, en France, on a le droit à l'accès aux soins. De sorte qu'on ne peut pas vous refuser... Sans condition? Sans condition. De sorte qu'on ne peut pas vous refuser. On va refuser que votre accès à l'hôpital alors que vous êtes malade. S'il y a une facture à payer, vous la paierez par la suite. Mais on n'est pas comme aux États-Unis où on va d'abord regarder si vous avez bien une sécurité sociale, si vous avez une mutuelle, pour pouvoir vous soigner. Et si vous avez un vaccin? Et si vous avez un vaccin. Et d'ailleurs, lors du débat parlementaire sur la loi du 5 août 2021, il avait été proposé effectivement que les personnes qui ne sont pas vaccinées n'aient pas accès à l'hôpital. Sauf que ça n'a pas été voté, ce n'est pas possible, puisque de toute façon ça aurait été retoqué par le Conseil constitutionnel, puisque lorsque les personnes sont dans cet état d'urgence et qu'elles doivent se faire soigner, elles doivent avoir accès aux soins d'urgence. Donc, la proposition, alors moi je n'ai pas du tout entendu cela,
Mais la proposition qui est de dire que les personnes qui ne sont pas vaccinées ne seront pas soignées si jamais elles sont malades ne pourrait pas passer. Quand bien même le gouvernement ferait un projet de loi, quand bien même ce projet de loi serait adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sachez que le Conseil constitutionnel dira que cette disposition est nulle, qu'elle est contraire à la Constitution parce que les personnes doivent avoir accès aux soins. Qu'elle est contraire à la Constitution et doit être abrogée. Donc les personnes non vaccinées ne peuvent pas se dire que oui, je ne suis pas vaccinée, je ne peux pas avoir accès aux soins et que je ne puisse pas aller, par exemple, au CHU ou dans un autre hôpital pour être soignée. Il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. À partir du moment où les personnes sont dans un état, alors c'est ce qui a été dit, d'urgence critique, elles doivent pouvoir avoir accès aux soins. Et quand on n'est pas dans un état d'urgence critique, mais qu'on a quand même besoin de soins parce qu'on est malade. Et là, on a eu une difficulté justement où finalement, on demandait ce pass sanitaire. Donc, il n'y aura pas de vaccin, d'accord, mais elles pourront au moins bénéficier ne serait-ce que d'un test pour savoir si elles sont positives ou négatives et on va les prendre en charge. S'il n'y a pas d'urgence, parce que s'il y a une urgence, bien sûr, elles sont de suite prises en charge. Parce qu'on peut se dire, oui, voir quelqu'un, oui, je suis malade, je ne me sens pas bien. Et puis qu'il y ait quand même une urgence, on ne le sait pas. Si on n'a pas eu à voir cette personne, à faire les examens nécessaires. Donc, quand on dit oui, quand il y a urgence, mais quand on se dit qu'il n'y a pas urgence, parce que la personne marche, parce qu'elle arrive, elle dit « je ne me sens pas bien », il faut quand même qu'on puisse la prendre en charge. Elle sera prise en charge et au préalable, parce qu'il n'y aura pas d'urgence, il y aura certainement ce test même antigénique qui est plus léger que le PCR, qui sera fait pour s'assurer qu'elle n'est pas atteinte du Covid, de la Covid-19, pardon. Et ensuite, elle sera prise en charge, naturellement. Donc, on ne peut pas dire carrément, vous n'êtes pas en urgence absolue, donc on ne vous prend pas en charge. Non. Ce n'est pas possible. Il y a quand même une prise en charge qui doit être faite, bien sûr. D'accord. Maintenant, on a vu ces barrages et puis tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une incidence pour vous, avocats? Alors, c'est vrai que tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté pour circuler, ça c'est certain. Mais alors, il y a des revendications, on comprend toutes les revendications. Maintenant, pour les jeunes avocats, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, notamment pour les écoles les écoles qui sont fermées. Donc, c'est une réorganisation aussi qu'il a fallu avoir de notre côté pour la gestion des cabinets. Concernant la circulation, pareil, il a fallu regarder, voir où est-ce qu'on pouvait passer. Mais quand même, il faut le dire, sur les barrages, en tout cas certains barrages, je ne vais pas parler pour tous les barrages, en tout cas sur certains barrages, à partir du moment où on leur expliquait, écoutez, je vais au tribunal justement pour défendre vos compatriotes qui ont été interpellés sur d'autres barrages pour les faire sortir de là. Bon, eh bien, c'est un pass. C'était une sorte de pass, un pass de circulation, dirons-nous, parce que c'était la réalité. Il y a le pass vaccinal, il y a le pass pour les avocats. Exactement. Donc, mais c'est une réalité, parce que les gens comprennent aussi que les jeunes avocats sont à leur disposition pour pouvoir les assister, les accompagner. On ne va pas dire qu'on va tous les faire relaxer, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on va s'assurer que la procédure pénale est respectée, on va s'assurer que leurs droits sont préservés et surtout, on va plaider en leur faveur en expliquant quelles étaient leurs revendications, pourquoi est-ce qu'ils ont été autant galvanisés et pourquoi est-ce qu'ils étaient là où on les a interpellés. Alors, nous avons un autre appel et vous insistez sur les jeunes avocats et les moins jeunes, ils ne passent pas. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai mandat, en tant que présidente de l'Union des jeunes avocats, j'ai mandat pour parler au nom des jeunes avocats. Mais les moins jeunes sont... Ils n'ont pas de passe. Nous sommes tous représentés par le bâtonnier, qui est maître Tania Bangou. C'est elle, le bâtonnier, qui peut parler au nom de tous les avocats de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. N'ayant mandat que pour parler que des jeunes avocats, mais bien sûr, ça s'applique à tout le monde. Mais je ne parle qu'au nom des jeunes avocats. Effectivement. Merci. Maintenant, nous récupérons notre appel. Bonjour. Bonjour. On m'entend? Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, moi, j'appelle de la Guyane. Oui. Eh bien, je ne comprends pas. On aurait dit le Covid-19, quand il est venu, ils ont profité pour mettre des lois pendant on ne pouvait rien faire. Et puis, à ça, par comprenant, ils ont profité voter des lois, nous pas des carouets. Et puis, on ne nous donne pas l'explication des vaccins pour dire obligatoire.
il n'y a pas jamais dit nous obligatoire de nous donner 200 €. Par exemple, il y a tout ça, mais c'est l'obligatoire. Et pour qu'à payer, tu perds ton travail. Il y a tout ça. À ça, vous ne pouvez pas comprendre que c'est mon argument pour ça. Les gens qui sont au travail, ça fait. Demain matin, ils vont des. Et puis, ils fait sur l'argent. Ils ont mettre au fond. Mais c'est l'obligatoire qui m'embête. Maintenant, c'est les enfants. Et puis, tout cas, obligé. Et puis, Rota même dit, nous, la bête est là. Il y a un truc derrière ça. Il y a un truc derrière ça. Mes amis me racontent les autres. M'a parlé plus. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai que nous sommes regardés de Martinique, de Guyane et puis aussi de l'Hexagone. Nous sommes regardés un peu partout. Donc, d'où cette nécessité de parler à ces populations et de leur dire les choses, de permettre quand même qu'elles puissent comprendre ce qui se passe exactement et ce qu'il est possible de faire, dans quelles conditions, ce qui n'est pas possible de faire, et voir un petit peu plus clair sur tout cela. Alors, L'obligation. Concernant cette obligation, il faut quand même savoir que le personnel médical est astreint à une obligation vaccinale pour d'autres vaccins. C'est-à-dire que quand on veut être infirmier, médecin, etc., on est obligé d'être vacciné contre certaines maladies. Chose que obligation à laquelle nous, vous et moi, ne sommes pas soumises parce que nous ne faisons pas partie de ce personnel médical. Et effectivement, parce qu'ils sont personnel médical, on veut leur imposer ce nouveau vaccin. Là, pourquoi ? Eh bien, c'est un choix du gouvernement. Là, il faudrait vraiment interroger le gouvernement pour cela, parce que après, ce sera juste je vais juste émettre une opinion qui me sera personnelle, mais je ne suis pas là pour ça. Juridiquement, j'ignore pourquoi ils veulent absolument que ce soit aussi obligatoire pour le personnel médical, mais il faut savoir que le personnel médical est déjà astreint à plusieurs obligations vaccinales contre d'autres maladies. Et il n'y a pas eu de remous. Pourquoi ? Alors, ça, je l'ignore s'il n'y a pas eu de remous, parce qu'il y a eu, peut-être qu'en son temps, il y avait eu quand même peut-être des remous, ça je l'ignore. Mais, alors c'est vrai qu'il y a quand même une différence, c'est que les autres vaccins avaient été testés, ou en tout cas avaient été sur le marché depuis peut-être un peu plus longtemps que celui contre la Covid-19. Alors peut-être que c'est aussi ça qui fait qu'il y a un peu plus de remous. Mais il y a quand même cette obligation pour le personnel médical, avec effectivement ce nouveau vaccin. J'ai entendu aussi cette personne nous interpeller sur l'obligation pour les enfants. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les enfants. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même eu des députés, d'ailleurs de gauche, qui avaient demandé à ce que parmi les 11 vaccins qui sont obligatoires pour les enfants, parce qu'on a 11 vaccins à faire entre 0 et 2 ans, soit inclus le vaccin contre la Covid-19. Bien heureusement, ça a été refusé. Ça n'a pas été adopté. Ça n'a pas été refusé. Ça n'a pas été adopté. Mais c'est une proposition de loi tout de même. Donc, le pourquoi est-ce qu'ils veulent que ce soit autant obligatoire ? Moralement, je peux avoir mon opinion, mais je ne suis pas là pour ça. Mais juridiquement, je l'ignore. Maintenant, juridiquement, il n'y a pas encore d'obligation ni pour les enfants, ni pour les adultes, sauf à effectivement exercer certaines pressions en disant si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pourrez ni aller au resto, ni aller au cinéma, ni aller au théâtre, etc. etc. Alors oui, pour les enfants, ça fait débat. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les enfants. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation vaccinale contre la Covid-19, j'entends, pour les enfants. Et d'ailleurs, l'OMS et les autres organisations, pour l'instant, disent attention, ils sont un peu encore trop jeunes. On ne va pas encore parler des enfants. Enfin, on parle vraiment de 0. Alors là, c'était le 0-2 ans jusqu'à moins 6 ans. Pour les enfants. Voilà. Et à partir de 5-6 ans, de 6 ans, effectivement, on parle de tests PCR ou antigéniques. Alors, dans certains pays, pour y aller, c'est à partir de 2 ans. Effectivement. Et malheureusement, si on veut aller dans ces pays, chaque État est souverain. Donc, si on veut aller dans ces pays, on est obligé de s'astreindre à leurs lois. Pour la France, bien heureusement, on peut encore revendiquer et protester. Donc, nous le faisons lorsque nous estimons que c'est nécessaire. Nous récupérons un dernier appel. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour. Voilà, allô ? Oui, allez-y. Voilà, je suis une vieille personne. Pardon, madame, nous ne vous avons pas bien entendu. Il y a un écho. Est-ce que vous pouvez baisser sur le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît ?
Mais il est baissé. Mais on a quand même un écho. Alors, éloignez-vous du téléviseur. Bon, je peux pas. Allez-y. Dites-moi, je voulais savoir, moi je suis une vieille personne, quand j'ai eu très peur de cette maladie, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas peur. Et moi je me suis fait vacciner en sachant que je servais de cobaye. Et j'ai dit à mes enfants, si j'ai des problèmes, vous ne le faites pas, et si j'ai pas de problème, faites-le. Parce que depuis petite, moi j'ai connu la polio, vous ne pouvez pas connaître la polio, mais nos parents avaient tellement peur que dès que le vaccin est sorti, on nous a vaccinés. Et j'ai des copines, les parents n'ont pas voulu, elles sont infirmes. Donc tout ça pour dire que les vaccins, moi je suis pour. Tant pis, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui rendent malades, mais ils ont toujours rendu un petit peu malades. Hein. On a toujours eu un petit peu de fièvre quand on prend les vaccins, comme ça, la fièvre jaune, tout ça, la grippe même. Il y a des gens qui ça ne va pas. Mais quand même, c'est nécessaire. On ne peut pas rester dans cette situation où, comme on m'a affirmé que dans une clinique, il y a eu 11 personnels soignants qui sont morts. Vous vous rendez pas compte, une clinique, 11 personnels soignants morts. Alors, moi je veux bien, mais j'ai peur de me faire soigner par des gens non vaccinés. Je suis désolée, je suis trop vieille. Je n'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital avec ceux que j'ai vus à la télé, des gens à moitié nus, où il y a des tuyaux partout. Vous vous rendez compte de la peur qu'on a? Et ceux qui veulent pas se faire vacciner, on dirait qu'ils ne voient pas ce qui peut arriver. Il y a eu quand même beaucoup de morts, ou c'est moi toute seule qui regarde la télé? Alors, c'est moi toute seule qui ont eu des cousins morts, des amis morts. C'est moi toute seule. Enfin bref, je n'arrive même pas à mon âge à dire que le vaccin est bon et pas bon. Et pourtant, je suis un tout petit peu diplômée. Mais quand j'entends une aide-soignante me dire que le vaccin n'est pas bon, comment elle peut me dire que le vaccin n'est pas bon? Comment elle a pu l'analyser? Elle n'est pas médecin. Qu'une biologiste me dise à la télé, ne le prenez pas parce que un médecin-chercheur me le dit, mais que des gens me disent qu'il n'est pas bon. Mais comment ils ont pris ça? Enfin voilà, je suis vraiment un coup de gueule. J'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas peur de cette maladie-là. Voilà. Merci, madame. Merci, madame. Alors, on va pas généraliser non plus, mais alors j'entends bien, mais des deux côtés, est-ce qu'il ne faut peut-être pas faire preuve d'humilité et se dire qu'on peut aussi avoir peur du vaccin? On peut avoir peur de la maladie, mais on peut aussi avoir peur du vaccin. On peut avoir peur, ça c'est certain, on peut avoir peur. Je l'ai entendu dire qu'elle ne voulait pas être soignée par des personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour l'instant, le vaccin, de ce qu'ils en disent, c'est que ça ne diminue pas la charge virale, donc il n'y aurait pas vraiment de différence. Mais juridiquement, puisque je suis là moi pour du juridique, juridiquement ce que nous défendons, ce que nous disons, c'est pas que le vaccin est bon ou pas bon. Puisque moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études scientifiques, je n'ai pas fait d'études médicales. Par contre, j'ai fait des études de droit. Et juridiquement, ce que nous disons, c'est qu'il y a effectivement un secret médical qui est à préserver, c'est qu'il y a une liberté qu'il y a aussi à sauvegarder, puisque cette liberté, on ne l'a pas parce que le gouvernement nous la donne gentiment. C'est parce que mes prédécesseurs avocats se sont battus pour que les gens puissent avoir une certaine liberté d'opinion, liberté de religion, liberté d'entreprendre, liberté de recevoir des soins, liberté, toutes sortes de libertés. Voilà. Et donc, ce sont ces libertés, nous nous attachons à faire respecter, à sauvegarder, lorsque nous devons plaider, notamment devant les juridictions civiles, administratives ou pénales. Et ce que nous disons aussi, c'est que nous sommes là pour assister les personnes vaccinées ou non vaccinées. Ça, ce n'est pas une question pour nous. Vaccinées ou non vaccinées, qu'importe. Nous sommes juste là pour les conseiller. Les conseiller sur leurs choix, les conseiller sur ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire, sur leurs obligations et leurs devoirs, mais aussi lorsqu'elles sont poursuivies ou lorsqu'elles ont un litige ou qu'elles ont une difficulté, que ce soit avec leur employeur à cause de cette obligation vaccinale ou pour d'autres choses, que ce soit avec l'administration toujours à cause du même problème, ou que ce soit parce qu'elles ont voulu revendiquer et se sont fait interpeller. Voilà ce que nous disons juridiquement.
Alors nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. J'aimerais rapidement que vous puissiez me donner votre sentiment sur cette phrase d'Edgar Morin et qui dit que nous devons apprendre à naviguer sur un océan d'incertitude. C'est très beau parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous naviguons à vue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer plus tard et pour autant, il nous faut nous adapter. Il nous faut absolument, on ne peut pas rester cloîtré chez nous de peur parce que la peur, elle gangrène tous vos actes, tous vos mouvements, toutes vos pensées. Et effectivement, il nous faut continuer à vivre et non pas qu'à survivre. Il nous faut continuer à vivre malgré toutes les incertitudes qui émaillent finalement. Apprendre à naviguer. Et apprendre, et il faut apprendre, oui tout à fait, parce que finalement, lorsque l'on est sûr on va faire un premier pas, on sait que ce pas-là va nous emmener là, si jamais il y a une quelconque bifurcation, c'est la dépression assurée. Alors que si on a appris à se dire que je mets mon pied gauche ici, mais si jamais il y a une quelconque difficulté, je sais que ça peut arriver. Je vais évidemment envisager les autres possibilités, mais ça peut arriver. Eh bien, je sais que, je suis tombée, mais je me relève et je continue à avancer. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'on puisse, peut-être par thématique, avancer, éclairer notre population guadeloupéenne et peut-être porter ainsi une contribution afin que les événements, afin que les sujets soient mieux abordés. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc lundi pour d'autres émissions. Et bien sûr, durant le week-end, vous aurez d'autres programmes. Donc, restez vraiment à l'écoute de Canal 10. Canal 10, c'était les Azotes. Excellente fin de journée.